Quelle joie, quelle émotion de Charles Leclerc. Le petit prince de Monaco signe enfin une victoire sur ses terres. La dynamique enclenchée chez Ferrari par Fred Vasseur semble tourner à plein régime alors que la mécanique Red Bull s'enraye avec un Max Verstappen seulement 6e. Est-ce le tournant de la saison et du championnat? Une équipe Red Bull faillible, oui, alors que du côté des Bleus, on a affolé la cata avec l'accrochage entre ces deux pilotes, ce qui a déclenché la colère de Bruno Famin, le patron d'Alpine, pointant du doigt le comportement inacceptable d'Esteban Ocon. Est-ce justifié? Annonce-t-elle le départ du pilote français? Débat. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission dont refait la F1. Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube et à liker, s'il vous plaît, la vidéo. Je vous rappelle qu'on refait la F1 dispose désormais de sa propre chaîne YouTube. Le lien est dans la description de la vidéo. Donc, je vous invite à vous abonner. Et puis, l'émission est également disponible sur Apple Podcast, Spotify, Deezer en version audio. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à On refait la F1. Et attention, vous le savez, nouveau jour de diffusion. On refait la F1, c'est désormais chaque lundi soir après un Grand Prix. C'est mémotechnique. Lundi soir, après Grand Prix, on refait la F1. Avec comme chroniqueur cette semaine, notre team principal, El Grandissimo, Eric Bouillet. Bonjour, Eric. Bonjour à tous. Tu t'es remis de ton week-end monégasque? Toujours. Ouais, il a fini à pas d'heure hier soir. Ça a fait la fête du côté de Monaco. Comment dire? Le tocsin a sonné du côté de Maranello. Un tifosi, le gardien de l'église Ferrari, dont les vœux, les prières ont été exaucées ce week-end. Monsieur Alain Di Duca, alias Don Camille. Ça va bien? L'émotion est redescendue. Ah. Mais ça va évidemment très très bien. Tu n'as pas un petit verre de quelque chose pour fêter là? Montre-nous là, c'est quoi? Vas-y, hop, hop, hop. Ovviamente, mais évidemment. Attends. Voilà. Et oui, là, il est bien équipé. Autre tifosi qui a un peu de mal ce matin à descendre de son petit nuage, monsieur Fabrice Marcella, alias Pépone, le maire du village Bessia qui accueille nos studios. C'est carrément jour férié ici au village. Ah non, mais c'est un jour qui va devenir férié même les autres semaines, les autres mois de l'année. Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Et Alain, tu me manques là pour fêter ça ensemble. Ouais, Donc on fête ça absolument quand tu reviens. Voilà. Exactement. Et des tifosi présents en force cette semaine. Ils sont trop nombreux au sein de nos fans du paddock. Cap sur la Belgique du côté de Christophe de Grave. Bonjour Christophe. Bonjour Olivier. C'est très discret. Lui aussi, il ronge son frein, dirons-nous, en attendant lui aussi de porter la tunique rouge à l'instar de son poulain, monsieur Lewis Hamilton, celui que l'on surnomme l'Helmut Marko, qui représente les couleurs de Mercedes encore quelques temps. Laurent Pantanach, bonjour. Bonjour tout le monde. Et vous le savez, quant à moi, je demeure un supporter de Fernando Alonso qui enchaîne un petit peu les contre-performances ces dernières semaines. Hein. Vivement le Grand Prix du Canada pour se refaire. Messieurs, Radio check. Loud and clear. Et on enchaîne tout de suite avec le débrief du Grand Prix de Monaco avec vos tops et vos flops. Allez, on va commencer avec vos tops. L'émotion Leclerc, on est tous d'accord sur que le top numéro 1, Eric, c'est Charles Leclerc, bien sûr. Bien sûr. C'est Charles Leclerc qui a fait un week-end parfait parce qu'il a été... il a su changer son approche un petit peu, en tout cas en termes de stress, de pression, de tension. Et voilà, week-end parfait. Hein. Dominateur aux essais, la pole et une belle course en tout cas. Et un beau vainqueur aussi après. Et une victoire qui ne doit rien au hasard. Christophe, toujours ton top, toi aussi, pour le Petit Prince de Monaco. Oui, pour le Petit Prince, mais également pour le Prince. Moi, c'était surtout pour le Prince de Monaco, le vrai Prince de Monaco. Merde, je n'avais pas bien compris. C'est J'ai dit le Prince. Je dis, je pense à Leclerc. Ben non. Il y avait deux princes. SAS. Non, SAS. Mais effectivement, juste pour rebondir sur ce que tu dis, bah oui, un Leclerc, un Charles fabuleux, juste incroyable. Le niveau où on l'attend, le niveau du futur champion du monde qu'il risque d'être un jour. Donc ouais, moi je suis aux anges. Et donc le Petit Prince, le Grand Prince. Après le Petit Prince, le Grand Prince. Oui. Pourquoi le Grand Prince? Ça a été c'est mon top cette semaine parce que on a pu lire dans ses yeux
réellement toutes les émotions qu'il avait lorsqu'il a accueilli Charles sur le podium, etc. Moi, j'ai adoré ça parce que on l'a vu échanger avec Fred Vasseur. Il cache pas ses sentiments vis-à-vis de la Scuderia. J'aime vraiment beaucoup quelqu'un qui est public et fatalement un peu politique, qui malgré tout montre ses penchants et sa passion pour la F1. Moi, j'adore ça. C'est la première fois qu'un Monégasque gagne à Monaco? Non, je crois que ça s'est passé, mais c'était il y a 93 ans. Je crois. C'était pas encore la F1 à l'époque. Non, Voilà. c'est la première fois. Officiellement, c'est la première fois. Un vrai pilote. En réalité, c'est la seconde fois, mais la première fois qui compte pour un championnat de F1. Voilà. Ouais. Et voilà, après, avant, c'est des courses de bricolage. Alors, c'est vrai. Donc, Camille, La de votre famille côté, Chiron retiendra ça. ouais. De votre côté, Ouais, je vous lui, demande il pas va se retourner dans sa tombe. Voilà, je vous demande pas, donc Camille, quel est votre top cette semaine? Je crois que c'est acquis d'avance. Je rappelle, C'est à qui d'avance. Voilà. je rappelle que le tocsin sonne toujours du côté de Maranello. Oui. Non, tu peux enchaîner. En fait, il y a un truc qui a évolué chez Charles. Moi, j'avais parlé qu'il prenne un sophrologue ou une sophrologue et il a fait autre chose, quoi. Il a pris un petit chien. Il a pris un petit chien Léo. qui, par bonheur, a le même prénom que mon fils. Donc, c'est juste une très bonne idée. Et en dehors de ça... Mais c'est vrai ce que tu dis, hein, parce que grâce à ce petit chien, il a léché tout le monde sur place. Hein. Ouais, C'est joli, ça. En même temps, Christophe, c'est Monaco, donc c'est normal aussi. Oui, ça ne finit pas. Non, Monsieur... Pépon, de votre côté. Pardon. Je termine avec Léo, le petit chien, qui, au moment où Charles gagne 8000 followers sur Instagram, ce qui n'est rien par rapport au chien de Lewis, hein, qui lui a 1 million de followers, mais Léo a déjà 88 000 followers. Ouais. Non, Alain, depuis hier soir, tu es un peu en retard, maintenant je crois que c'est 130 000 déjà. Ah bah tu vois, voilà. Donc Léo il est devant Roscoe. Le chien de Lewis, il est beaucoup plus beau évidemment. Fabrice, ton top cette semaine? Mais moi, j'ai souvent critiqué un peu la stratégie d'équipe et comment, effectivement, Charles et Carlos avaient tendance finalement à se faire un peu de concurrence. Et ben, pour une façon un peu alpine, c'est ça que tu veux dire? Façon un peu alpine, et cette fois, ça n'a pas été le cas. Il n'y a pas Guillaume. Vraiment, on a semaine, eu un Sainz qui a cherché à protéger effectivement la position de Ferrari. Il y avait une vraie stratégie d'équipe. Et pour tout ça, d'ailleurs, et c'est dommage, tu n'es pas là. Non. Alain, mais j'aimerais qu'on fête ça, non. parce que c'est suffisamment. Alors, mais non, c'est pas encore du champagne. Le champagne, c'est quand ils seront champions du monde. C'est du Prosecco, c'est pas du vrai champagne. Hop, tiens. Alors moi, je dis vraiment. Ben voilà, parce que ça, c'est quand même un moment qui se fête. Voilà. Bon, les autres, vous savez ce qui vous reste si vous voulez profiter. J'en ai une auto-frigo quand vous serez là. Très bien. Laurent, ton top cette semaine? Alors, j'en ai deux et je suis content d'avoir laissé le premier à Christophe sur le Prince. J'ai été très ému par le Prince Albert, qui a versé une larme. Les yeux rouges, hein. Qui a versé une larme, il a pleuré carrément, mais surtout, il a pris la bouteille alors c'est pas du champagne, parce qu'on se ferait frapper si on dit champagne, mais la bouteille Ferrari, et il a bu, mais comme, tu vois, il y a le protocole, et en fait, tu sentais que le gars, ça le touchait vraiment. Plan large, messieurs, plan sur... Attends, c'est dangereux, nous vivons un métier attention, monsieur le réalisateur. Il y a des spots là, non? Voilà, c'est pas grave. Attention aux spots. Pas grave. Voilà. On verra avec le maire du village pour mon top, bien évidemment, Charles, mais comme tout le monde allait dire que Charles était le top, pour moi, le top, la personne qui m'a impressionné, c'est Piastri. La course de Piastri, donc le départ de Piastri impressionnant. Où il s'est dit c'est maintenant ou jamais, donc il a vraiment poussé au départ, et surtout les messages de tout au long de la course. Il a une lecture de la course, et de l'écouter pendant le Grand Prix, c'était mais je comprends pas pourquoi ils ralentissent pas, vu la course ils ont tout intérêt à ralentir, ils craignent quelque chose. Paul, ça fait là, désolé, je vais hacker un peu. Ce jeune a une lecture. J'ai été très impressionné. Sur tout le Grand Prix. Après Piastri, moi, mon top, c'est simplement Fred Vasseur. Je trouve qu'il a porté notamment ce week-end une sérénité, une tranquillité sous son air un peu débonnaire, sans l'air d'y toucher. Comment les Anglais l'ont appelé? Je sais pas. Eric, c'est quoi le terme qui est utilisé pour Fred Vasseur? Ouais. Débrouille-toi avec ça. Effectivement, c'est un peu c'est une de ses forces. Hein, c'est que c'est quelqu'un de la course, c'est quelqu'un qui fédère et qui aujourd'hui est capable de changer un peu la pression et la tension et de la transformer en positif. Donc, sans pression. On commence à voir vraiment la patte de Fred sur l'équipe, quoi.
Alors, les Anglais l'ont appelé disappointingly ordinary. Et c'est marrant parce que je ne sais pas s'il est vraiment ordinaire, hein, je ne suis pas tout à fait sûr. Il avait quand même la chemise complètement sortie quand il est monté sur le podium. Donc je pense que ça passe pas. C'est sûr que c'est pas le patron de Ferrari, Elkman, qui était, mais alors tiré à 4 épingles. Malgré tout, le résultat est là, quoi. Tu vois, est-ce que tu as envie d'un... C'est la presse anglaise qui s'était un peu lâchée, effectivement. Ouais, mais est-ce que tu as envie d'un Binotto propre et finalement qui fait rien, ou d'un mec comme ça, un peu... Et tu vois, je sais pas si Binotto aurait sauté à l'eau, tu vois, je suis pas sûr. Voilà. Non, c'est clair. Allez, on enchaîne avec Eric, avec les flops cette fois-ci. Ton flop, Eric, cette semaine. Mon flop, j'en profite que Guillaume soit pas là, mais c'est Alpine, quoi. Et c'est défilé. C'est mieux en performance, mais l'incident Ocon, moi j'ai une vision un peu différente parce que j'estime qu'elle est partagée. Maintenant, il faut connaître aussi ce qui se passe à la maison. Hein. Fama, il réagit. C'est facile de blâmer Ocon quand on sait qu'Ocon va partir et que Gasly va rester. Donc forcément, c'est un peu orienté, on va dire. Mais pour moi, c'est d'abord la faute de l'équipe parce qu'à Monaco, quand tu sais que tu as deux pilotes qui sont déjà chauds bouillants entre eux, au premier virage, celui qui est devant, il reste devant. Voilà. Apparemment, c'est ce qui aurait été décidé et pas respecté par par Ocon, pardon, mais on en parlera parce qu'on a un chapitre qui s'appelle Ocon le mal-aimé. De ton côté, Christophe, quel est ton flop cette semaine? Mon flop, c'est celui dont on ne peut prononcer le nom. Ah oui, Valdemar Verstappen. Ou qu'il n'est pas beau. Cette semaine-ci, il n'a vraiment pas été au top. Hein. Ça, c'est sûr et certain. 6e seulement. 6e seulement, c'est comme ce que je disais la semaine dernière, on lui retire la voiture et il en reste quoi? Oh, tu exagères. Mais non, monsieur, on ne peut pas dire ça. On n'est pas triple champion du monde par hasard, monsieur. Non, je suis pas d'accord, Christophe. Je pense que Monaco, on ne peut pas doubler. Quand il a eu les pneus neufs, il a été monstrueux. Hein. Et alors, ils tournaient tous à 3 secondes au-dessous du temps normal, mais il a été monstrueux. Il a rien tenté, hein. Il n'a pas cassé. Il aurait pu tenter de passer en force et de marquer aucun point, hein. Sachant donc il paye juste de sa mauvaise qualification. Et il avait quand même beaucoup touché, même dans les essais. Hein. Donc on sait qu'il était quand même, il y avait une certaine tension. Maintenant, moi je te trouve dur sur. Pourtant, je suis pas le plus grand fan de Verstappen. Hein, donc parce qu'il est au champagne. Je te trouve dur. Il a quand même dit à un moment donné, ne pouvant rien faire, j'aurais dû prendre mon oreiller. Et moi, rien que cette phrase-là, je la trouve fantastique, quoi. Tu vois, il était coincé. Il a dit putain, je m'emmerde. Tu vois, je roule avec une main, quoi. Tu vois, c'est. Attention, drapeau jaune. Hein. Attention à ce que tu fais comme. Attention, drapeau jaune. Hein. Ouais. Attention. Bon. Eric, il est quand même sous pression. Il a quand même, quand il est sous pression, commis quelques erreurs, notamment en qualification, puisque c'est ça qui fait qu'il n'est que 6e finalement en qualif. Oui, en même temps, il l'avait annoncé, quoi. Monaco, c'est une piste particulière, extrêmement étroite. Eric. Moi, j'ai un peu parlé quand même avec son management technique et ils ont un problème de suspension sur la voiture où ils n'arrivent pas, en fait, dès que c'est bosselé, ils n'arrivent pas à rouler. C'est aussi dû au fait que les concepts de la voiture Red Bull sont quand même très orientés aérodynamiques, donc il faut une voiture quand même qui soit relativement stable. Et donc, ils ont pas réussi à mettre au point la voiture, c'est tout, mais ça a été annoncé. La voiture, ça se voyait à l'écran d'ailleurs, hein. Dès qu'il y avait des bosses, elle sautait. Et si vous n'êtes jamais venu à Monaco, je vous invite à le faire parce que vous allez voir qu'en qualif, ça va très très vite. Écoute, ça tombe bien, on est disponible le week-end prochain. Et même l'année prochaine. Même pas le week-end, parce que non, il faut dire pour l'année prochaine. J'ai eu une petite conversation avec Eric Bouillet avant le début de cette émission, mais c'était la semaine dernière. J'ai dit, alors, quand on vient à Monaco, oui, bien sûr, vous venez, mais après le Grand Prix, donc ça sert à rien, Eric. Il faut nous inviter le jour du Grand Prix. Après, c'était qui là, le flop de Verstappen? C'était Christophe. C'est donc Camille, ton flop cette semaine? Je ne sais plus parce qu'on voulait m'en enlever un, mais moi j'ai quand même plusieurs flops. C'est ta carte blanche. Il y a Ocon. Pas le mien. Le top 5 sonne. Vas-y. C'est bon, tu peux y aller. Vas-y. C'est Ocon ton flop. Mais non. Bon. Laisse-lui choisir ce qu'il veut. Allez. J'ai comme flop Ocon, évidemment. J'ai comme flop Pérez aussi. Mais Pérez, quand on voit Pérez Verstappen, c'est la même chose que ce que dit Eric, quoi. C'est une voiture qui est difficilement conduisible sur une piste comme Monaco qui n'est pas adaptée. Donc, méfions-nous de. Oh là là. Surtout sans les roues. Méfions-nous à tout pronosticatif. Ne prenons pas de raccourcis. Non, bon, voilà. Donc, voilà, je veux dire, sincèrement, moi, j'irai Ocon. Et pour moi, je n'ai même pas compris pourquoi Magnussen n'était pas pénalisé, parce que franchement, dire laisse-moi passer là où ça se passe,
vois pas l'intérêt non plus. Ouais. Donc voilà, moi je dirais simplement Ocon, pilote mal aimé peut-être, mais il fait peut-être rien contre. On va en parler dans un instant. Est-ce qu'il est le mal aimé du paddock Ocon? Monsieur le maire, est-ce que vous pouvez relever un petit peu le niveau? Oui, je vais essayer. Non, mais en tout cas, une météo clémente sur un circuit étroit avec peu de retardataires à dépasser, voire pas d'accident, il y en a eu un principalement au démarrage, ça a fait quand même une course ennuyeuse. Et donc voilà, donc c'est ça mon flop pour le Grand Prix en lui-même de Monaco. Oui, bah, en fait, pas de dépassement. Pas de dépassement. Et puis de nouveau, on s'est ennuyé. Mon seul stress à moi, c'est de m'assurer que voilà, que Charles n'allait pas faire d'erreur. Elle est arrivée le premier, mais sinon on s'est vraiment ennuyé, quoi. Qu'est-ce que tu me disais en préparant cette émission? Tu avais quel sentiment en regardant ce Grand Prix? Eh bien, en fait, je vais te paraphraser d'ailleurs, hein, puisque et j'ai bien aimé l'expression. Si on avait l'impression de voir une course finalement derrière le safety car, c'était exactement ça. Donc tout s'est joué en qualif. Donc c'est là où il y a finalement comment dirais-je? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es en train de boire? Non, tout s'est joué en qualif. Ça pique. Ça s'est joué ensuite au premier tour, et puis voilà. Puis ensuite, on a attendu, plutôt dans le stress qu'on a été côté Ferrari, mais il ne s'est pas passé grand-chose de passionnant en tout cas. Eric, est-ce qu'on n'est pas arrivé à la limite aujourd'hui de ce que peut produire comme spectacle le Grand Prix de Monaco? C'est vrai que ce n'était pas un spectacle ce dimanche. Alors, c'est pas qu'on est arrivé à la limite, c'est qu'il y a eu en plus un concours de circonstances qui a fait que le drapeau rouge du premier tour, les équipes savaient qu'elles pourraient faire toute la course avec un même train de pneus. Donc, ils se sont tous mis d'accord en fait pour rouler à 3, 4, 5 secondes des temps. Et en fait, ça a été une course d'observation. C'est pour ça que c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire de la Formule 1 que le classement du départ est le même à l'arrivée. Donc, alors, effectivement, ton impression de safety car, elle est assez pertinente en fait, parce que tant qu'il n'y avait pas eu d'obligation de s'arrêter pour changer les pneus, il n'y avait pas d'intérêt effectivement de courir. Donc ça a été une procession. Donc il faudrait que la FIA change le règlement encore une fois. En cas de drapeau rouge, on n'est plus à respecter le code concernant et les réglementations concernant les pneus. On peut repartir avec le pneu de son choix en fait, hein. Et c'est ça qui a brouillé les cartes. C'est ça le problème. Mais je dirais que je trouve que Lewis, lui, il va déjà plus loin. D'ailleurs, il n'a plus la langue de bois aujourd'hui, il s'en fout. Donc, c'est un peu Imola, Monaco, le même combat. Hein, c'est pas possible, point, pour des courses sprint. Et l'autre truc, c'est que il faut être inventif, peut-être de dire, on va le faire avec des softs et on fait rien d'autre. Point 1, 2. C'est vrai. On continue la ligne droite et puis on met le prince Albert sous pression. On lui dit, mon vieux, tu fais sauter la piscine et puis c'est tout. Non. Mais on dynamite la piscine de Monaco, c'est rien. Ouais. Un, il y a moyen de le faire, et deux, Lewis en a parlé. Donc, j'invente rien, mais ça fait un petit moment qu'on le dit. Alors, Monaco tient le coup parce que ça reste Monaco, les paillettes, le machin. Mais à un moment, ça va, quoi. Laurent, on sait que le Grand Prix de Monaco est sous pression de la part de la FIA et maintenant il faut qu'ils mettent la main à la poche, ce qui n'était pas le cas des années précédentes. Oui, alors il y a plein de choses. Il y a plein de choses autour du Grand Prix de Monaco. C'est-à-dire le Grand Prix de Monaco avait ses propres, c'est eux qui choisissaient les sponsors, donc c'est plus le cas, plus totalement le cas. C'est eux qui réalisaient la vidéo. Il y a eu un gros cafouillage, c'est plus le cas. Ils payaient pas et c'est plus le cas. Mais avec Alain, on connaît bien Monaco, pas autant qu'Eric qui vit sur place. Non, lui, il va tout le temps. Mais c'est vrai qu'il y a plein d'endroits où je trouve qu'on pourrait possiblement un peu élargir, voire enlever certaines bosses du circuit. Hein. À minima, à cause des voitures d'aujourd'hui. Hein. Tu vois, après le casino, il y a cette fameuse bosse. S'il n'y avait peut-être pas cette bosse, que c'était vraiment plat à cet endroit-là. Elle est là depuis toujours, mais à un moment donné, il faut innover, quoi. Alors, on a quand même un petit changement, c'est que les voitures, réglementation 2000. Tu parles de la FIA, mais la FIA, c'est la FIA qui a fait grandir et grossir les voitures. Hein. Donc, pour des raisons de sécurité aussi. Oui, mais le reconnaître. Hein. Là, il y a un point positif, c'est que les voitures vont un peu s'alléger, un peu se raccourcir et un peu se retrécir. Surtout, je ne suis pas sûr que ce soit suffisant au regard de l'étroitesse malgré tout de Monaco. On en avait aussi beaucoup parlé en off avec Eric qui nous disait que la réglementation, il connaît bien le sujet, la réglementation des déports. Si je dis en off, c'est qu'il ne faut pas le dire. Mais c'est pas grave. Des déports au-delà des barrières, il doit avoir un certain espace. Donc
Donc tu peux pas te dire, parce que moi j'avais dit pourquoi on pousse pas les barrières jusqu'aux extrémités. Non, parce que tu dois avoir des passages pour évacuer. Donc c'est compliqué, mais c'est vrai que par exemple, moi je supprimerais, et là-dessus Alain est d'accord avec moi, je supprimerais ce qu'on appelle la nouvelle chicane, et je ferais une très très grande ligne droite avec une très longue courbe sur l'arrivée. Le long du port, tu veux dire ? En fait, tu ferais du tunnel, de l'entrée du tunnel, en fait, ça ferait un espèce de très grand S, mais très très long, et tu arriverais à la piscine, qui se terminerait à la piscine. Donc tu supprimerais le bureau de tabac. Ouais. Donc voilà, bon, c'est tout. Maintenant, mon flop, pour moi... Tout de suite. Eric, il y a peut-être un petit mot ? Oui, après le tracé, effectivement, ça fait partie quand même des circuits historiques. Le tracé n'a pas changé depuis, je ne sais pas combien de dizaines d'années. Donc effectivement, aujourd'hui, c'est quand même vraiment pas large quand même. Maintenant, il n'y a pas que le circuit a changé, la F1 aussi va évoluer. Effectivement, tu disais qu'elle va changer un peu en 2026, mais on parle maintenant de 2030, où il n'y aurait plus d'hybrides. En tout cas, si les fuels synthétiques font leur boulot. Et du coup, on pourrait revenir à des petits moteurs qui feraient déjà du bruit qu'on aime et qui permettraient de réduire des voitures en termes de poids d'une manière assez significative. C'est-à-dire ce bruit-là ? Bon, j'arrête. Non, mais c'est un joke privé. Ton flop, mon cher. C'est Pérez. En fait, c'est la qualif de Pérez parce que la course, il y est pour rien. Il est pris pour rien. Mais finalement, on se rend compte de s'il y a un circuit où il ne faut pas planter ta qualif, c'est Monaco. Il s'est bien et donc, en fait, il s'est vraiment planté parce qu'il a un temps, il est 18e. Donc après, il n'est même pas en Q2. Non, il n'est même pas en Q2. Juste, Tsunoda a autant de passages, je crois, en Q2 que Pérez, quoi. Tu vois, donc tu en arrives à un stade où tu te dis, tu vois, c'est moi j'aime bien Tsunoda, mais donc Pérez à nouveau qui est sur une courbe surtout c'était la course descendante. Non, mais surtout sur la courbe, il fallait pas qu'il se plante. On sait qu'il y a de la négociation de contrat en ce moment. Tu vois, c'est peut-être pas le moment. Alors il y en a qui disent que c'est déjà signé, donc ils s'en foutent, mais bon. C'est le moment, en plus, Eric, cette saison où Red Bull a plus que jamais besoin d'un second pilote qui ramène des points, parce que si ça continue, on va en parler dans un instant, et que si la concurrence se ramène, tous les points vont coûter cher, et tout seul, je suis pas sûr que Verstappen y arrive. Non, mais c'est juste entre Leclerc, entre Leclerc et Verstappen, il n'y a que 24 poinns. Non, 31. Non 24 ou 26. Moi, j'ai peut-être fait une erreur de calcul. Mais la régie va gérer ça. Oui. Eric. Tu as raison. Pardon, l'incident de ce week-end, déjà, je pense que c'est un one-off. Il n'y aura pas beaucoup d'autres cette année. C'est vrai que la concurrence s'est sérieusement rapprochée, mais ça, ils l'avaient un peu anticipé, Red Bull, puisqu'ils ont fait un nouveau concept et qu'il y a un peu de temps pour le développer. Donc, malheureusement, pour nous, je pense, Red Bull va reprendre un peu son chemin de développement de la voiture et va reprendre un peu d'air, peut-être pas d'ici le Canada, mais d'ici quelques courses. Et puis, c'était spécifique ce week-end. D'abord à Imola un petit peu, mais aussi à Monaco, le fait que ce soit quand même très bosselé. Sur des circuits un peu plus typés, ça devrait quand même mieux fonctionner pour Red Bull et vont redevenir un peu quand même toujours la référence. Maintenant, pour dominer autant qu'on veut, mais c'est pas ce qu'on souhaite. Effectivement, s'ils avaient un pilote un peu plus constant et aux avant-postes que Pérez, ce serait mieux. Quelque part, c'est bien d'avoir un Pérez, parce que ça met un peu de piment dans le championnat. Ouais, 24 points, c'est l'écart entre Ferrari et Red Bull. Donc, c'est pas mal, ça. Oui, ça va dans le sens de ce que je voulais dire, qui était les écuries. Si tu n'y a pas un bon deuxième pilote, les points vont compter. Donc, c'est ça. Est-ce que ça vous intéresse de connaître mon flop ? Mais bien sûr, Olivier. C'est Alonso. Non, c'est pas Alonso parce qu'il a été victime du trafic, ça peut arriver même au meilleur. On va dire ça. Non, c'est Magnussen. Moi, je pense qu'il faut greffer un cerveau à ce garçon, d'une manière définitive. Ça fait des années qu'on le dit. Il est indépassable en course et il tente des dépassements alors qu'il est sous le joug d'une possible suspension. Tu vas pas attaquer dans la montée du casino. Il est dans la bonne équipe, comme tu dis. Tu dis que c'est l'équipe des fous. Et, oui, c'est bien résumé. Et a priori, Ocon irait là-bas. Donc du coup, ça veut dire que, comme tu dis. Voilà. Mais bon, apparemment, il passe au travers des mailles du filet, donc il n'aura pas de Grand Prix de suspension, mais il joue avec le feu. Donc mon flop, c'était donc pour Magnussen. Allez, on enchaîne avec le chapitre suivant avec une victoire d'équipe pour Ferrari. Fabrice, c'était vraiment ce qu'il y avait à noter pour ce Grand Prix. On l'a dit d'abord, moi c'est pour ça que c'est mon top. Fred Vasseur arrive à insuffler une sérénité dans une équipe qu'on sait qui est très sensible à la pression médiatique, à la rumeur. On sait qu'en plus, c'était le Grand Prix à domicile
de Charles Leclerc. Donc on sait qu'il y avait comme une malédiction autour de lui. Il a dédramatisé, il a enrobé ça avec une énorme bonhomie. Et c'est vraiment un travail d'équipe qui conduit à ce qu'aujourd'hui, il y a une victoire. Parce que Sainz, il a fait un travail remarquable. Il a fait un superbe travail. Mais moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est de voir les résultats aussi rapides. C'est-à-dire que lorsqu'on en discute, à chaque fois, on dit, et qu'on parle de l'époque de Jean Todt, on dit il a fallu 5 ans. Je te resserre. Fais comme tiens, vas-y. Ouais. Il a fallu 5 ans. Et là, c'est que sa deuxième saison. Oui. Et on voit une équipe qui est en place. On voit aussi des passages au stand. Alors, ça n'a pas été trop le cas là, puisqu'il n'y a pas eu d'arrêt. Mais on voit que les temps au stand sont plus que corrects. Même des records sont battus. Oups. Voilà, donc il y a très très peu d'erreurs, voire pas d'erreurs. Et quand l'erreur arrive, elle arrive plutôt, peut-être des pilotes d'ailleurs. Mais voilà, donc l'effet Vasseur, je trouve qu'il est extrêmement positif. Je suis ravi de voir, en tout cas, de pouvoir assister quasiment en direct à chaque Grand Prix à une évolution majeure de Ferrari en championnat. La bouteille est verte, mais elle n'est pas incrustée. Je t'ai servi. Voilà. Tu confirmes, Eric, c'est un travail, vraiment un travail d'équipe. On a vu, la dernière fois où il était en pôle, l'ami Charles, on lui a volé la course. C'est une erreur majeure stratégique de l'écurie. Il a verrouillé vraiment, et l'effet Vasseur commence à se faire sentir. Je disais dans le sommaire, l'effet Vasseur tourne à plein régime, là, j'ai l'impression. Oui, alors, déjà Fred Vasseur l'a confirmé sur Canal+, très, très belle chaîne d'ailleurs. Je vous conseille. Avec un excellent consultant. Je ne sais pas si vous avez vu. C'est vraiment très bon. Très, très bon. Voilà. Mais bon, mais en fait, il a confirmé que déjà c'est une course d'équipe. Ouais. Parce qu'il y avait dans cette course-là, en plus, ils avaient demandé à ce que Sainz, quelque part, fasse un peu le tampon. Je ne vais pas dire le bouchon, mais le tampon. Puisqu'il a dit qu'il fallait qu'il reste à une certaine distance des autres pilotes, de Norris notamment. De faire en sorte que justement il protège un petit peu Charles. Donc c'était vraiment une course où chaque équipier a vraiment joué son rôle à la perfection. Et oui, je confirme ce que j'ai déjà dit d'ailleurs il y a longtemps, c'est que Fred est l'homme de la situation pour redonner entre guillemets les couleurs à Ferrari, même s'ils sont très rouges. Avec un peu de bleu. Aujourd'hui, on sent qu'il y a un effet Fred, parce que Charles, autant les 5 dernières années, était vraiment stressé parce que c'est quand même compliqué. Alors c'est une ville-pays ou un pays-ville, mais c'est cette aussi de proximité avec notamment le Prince Albert qui fait qu'il y a énormément de pression vis-à-vis de cette petite réputation du Prince de Monaco. Donc énormément de pression, mais là, cette année, il est arrivé, il était vraiment tranquille, quoi. Vraiment, c'était, je dirais pas qu'il s'en foutait. Il était serein. Il était dans serein, dans une position où c'est une course comme les autres, même si c'est chez moi. Et voilà, et on l'a vu, l'approche a été remarquable, quoi. Christophe, tu confirmes l'effet Vasseur à plein régime? Oui, franchement, je pense qu'il n'a fait que du bien à Ferrari. Il va encore faire beaucoup de bien à Ferrari. Effectivement, c'est un meneur d'hommes avec tout ce côté management émotionnel. Et on le voit à la fin, que soit le Prince, que soit Charles, que soit dans toutes les interactions en fait, qu'il y a autour de Fred Vasseur, il dédramatise l'ensemble du contexte, et ça c'est vraiment formidable, et ça permet aussi d'aller chercher, de libérer les talents, donc bravo à lui. Et puis cet effet de sympathie, cet effet de savoir où il va, etc., fait en sorte d'attirer les talents divers et variés, d'ingénierie, de plein de choses dont on n'est même pas au courant. Honnêtement, je pense que autour de la table, on pourrait se le dire, c'est un homme avec qui on aimerait pouvoir travailler tous, je pense. C'est un gars qui a l'air sympathique, qui a l'air de savoir ce qu'il fait, quoi. Quand je pense qu'il était dans l'écurie Renault et que Renault l'a laissé partir, Fabrice. Et Guillaume n'est pas là, mais on comprend pourquoi cette semaine. En tout cas, moi, je voulais rajouter une chose qui me fait peur a posteriori. Une chose qui me fait peur a posteriori, là, c'est plutôt sur les propos de Leclerc après la course, qui dit que 2 tours avant la fin, il pleurait. En fait, il voyait quasiment plus rien dans son casque. Et quand on sait que c'est pas le premier pilote à faire une erreur dans le dernier tour de Monaco. Donc voilà, bravo aussi de nouveau à Charles qui, malgré ses émotions, a réussi à ramener la voiture jusqu'au bout. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas aligné parfaitement les planètes, tout s'enchaînait parfaitement pour lui. Et l'encadrement, c'est important pour ça, je pense, dans Camille. Oui, et je voudrais rajouter un truc à propos de Fred, c'est que pour le moment, il est en train de cocher toutes les cases, court terme, et on se doute que le moyen terme, c'est pareil. On a parlé des ravitaillements, oui, mais moi, je parlerai de la stratégie. Moi, quand je voyais un Grand Prix à l'époque Binotto, j'avais toujours la trouille que Ferrari fasse une connerie, quoi. Et à chaque fois, il la faisait. Et aujourd'hui, et à chaque fois...
À chaque fois, il la faisait, la connerie. Alors, je vais vous dire un truc qui est marrant. Et je vous dis un truc qui est marrant, c'est qu'il est allé filer le zouave. Il est allé filer ces gens de la stratégie à l'écurie Ferrari en WEC. Parce que quand on voit la bêtise qu'ils ont fait à Imola, c'est hallucinant. C'est Ferrari à l'époque Binotto. Mais aujourd'hui, Fred, pour tout ce qui est court terme, bouf, il a déjà tout corrigé. Il restera maintenant la partie châssis, où ça va être plus lent, évidemment. Mais on sent bien que ça va tout le temps dans la bonne direction. Et déjà, on a corrigé la Ferrari du départ de l'année dernière, qui en fait était excellente en qualif, mais qui brûlait les pneus. Et aujourd'hui, on est allé peut-être un peu trop loin. C'est sans doute la voiture qui a le plus d'endurance au niveau des pneus avec la McLaren. Donc, non, chapeau. Laurent, pour conclure sur l'effet Vasseur. Non, moi je vais sortir de la partie, on a tous dit sur la partie technique, j'ai juste trouvé quelqu'un, je le connais pas, j'ai jamais rencontré. Il va venir dans cette émission. C'est Eric qui devrait en parler mieux que nous, mais je lui trouve une grande humanité. Et dans la victoire hier, je l'ai trouvé, tu vois, cette espèce de bonhomie qu'il a. Il avait l'arme à l'œil aussi. Il était ému, tu sentais, ils étaient émus, l'hymne italien chanté par toute l'équipe qui hurlait en bas là, donc. Franchement, les gars, Fred Vasseur, tu l'apprennes d'ailleurs pour l'année prochaine. Je le connais. Fred Vasseur, ça pourrait être un Belge, hein, franchement, les gars. Il pourrait être un Belge, toute cette bonhomie, etc. Si, moi, je trouve qu'il ressemble. Il a vraiment les qualités d'un Belge. Non, mais et ce saut dans l'eau, à la fin. Ce saut dans l'eau à la fin, tu vois, sans hésitation, je trouvais ça très très beau, quoi. C'est une image qu'ils garderont, quoi. On verra ça tout à l'heure dans la Minute Insta. Allez, ne nous enflammons pas. Eric nous l'a dit. Red Bull n'a pas dit son dernier mot. Est-ce que c'est la fin de la domination de Verstappen? On en parle dans un instant. On l'a dit, est-ce que c'est la fin de la domination de Verstappen? Pas de pole position, ça faisait une éternité que Max n'avait pas signé une pole. Il était loin, très loin, 6e. Il a juste, je dirais, pas de podium non plus, hein, ça fait très longtemps qu'il n'a pas fait de podium. Il a juste limité les dégâts, on peut dire, ce week-end, Eric. Hein. Il a engrangé des points, ça montre qu'il commence à se dire qu'à la fin de l'année, chaque point va compter. Hein. Oui, après, c'est sa maturité aussi. Hein. Max, on peut essayer de faire des histoires sur ça, mais n'empêche que son week-end, il l'a quand même plutôt bien géré, parce qu'une voiture difficile à conduire. 6e parce qu'il touche le mur. Je pense qu'il aurait fait son tour, il aurait pu gratter encore 2-3 dixièmes et peut-être être 3 ou 4. Enfin, même la pole, on ne sait jamais avec Max. Pas la pole. Red Bull a été clair. Pierre Vacher, pour ne pas le nommer, m'a dit P3, P2, c'était possible avec Max, mais pas mieux. Comme Piastri, d'ailleurs, s'il avait fait le tour idéal sans faire de faute, il aurait eu la pole. Hein. Oui, c'est le plus rapide. Donc ça part un peu du potentiel des McLaren. Mais voilà, après, vous êtes sixième. Il y a un crash au premier tour et vous savez que tout le monde change les pneus et que tout le monde va faire un seul arrêt. Il n'y a pas d'opportunité de dépasser de toute façon. Donc, il a joué le jeu, il a rangé son mal en patience, comme on dit, et puis il prend les points effectivement pour le championnat. Donc, pour toi, c'est pas encore une remise en cause de la domination au long terme? Non, c'est pour ça que je crois que je pourrais pas être journaliste, parce qu'on aurait on aurait pu faire tout un truc là-dessus, mais non. En fait, non, c'est juste qu'ils vous le disent. Ils n'ont pas réussi à mettre au point la voiture. La voiture était trop dure, donc c'était soit elle était trop dure et difficile à conduire, soit elle n'était pas performante. Et au final, ils ont choisi la performance comme tout le monde aurait fait. Et voilà, et dans le dernier tour, Max, il a touché le mur, mais il avait prévenu déjà dès le vendredi ou dès le samedi que s'il résolvait pas le problème, ça finirait dans le mur. Donc, ami Christophe, il y a quand même un effet psychologique. Ils étaient en état de grâce ces 2, voire ces 3 dernières saisons, les gens de Red Bull. Là, ils ont quand même une pression. Et quand même, une voiture qui est un peu au-dessus du lot, quand on a la pression, on fait des erreurs. On l'a vu quand même avec Verstappen, Christophe. Donc, Camille. Oui, mais je pense qu'effectivement, tu as cette histoire d'ascendant psychologique, tu vois, d'un pilote, d'une équipe. Le fait que McLaren ait gagné il y a maintenant 2 grands prix, ouais, c'est ça. Ce Grand Prix-ci, c'est nos amis de chez Ferrari. L'avant-dernier Grand Prix, ils le gagnent, mais pas avec les 30 secondes d'avance de d'habitude. Donc effectivement, il y a une certaine confiance qui peut, à mon avis, s'effriter au fur et à mesure du temps. Mais oui, enfin, en début d'émission, je blaguais évidemment. Eric a raison sur le fait que c'est effectivement un bon pilote et très certainement que
un bon pilote. Et que Red Bull... Non, mais vraiment, les gars, il faut arrêter de le comparer à, à Magic Senna, etc. Enfin, ça, pour moi, on est bien loin, quoi. Mais par contre, oui, c'est un bon... Tant qu'il soit pilote Ferrari, on en reparle. Attends, arrête un peu. Donc, Camille. Moi pour la première fois, Pardon, je ne suis pas tout à fait d'accord avec notre professeur à tous. Moi, j'ai l'impression team principal, tu veux dire. Tu n'es pas d'accord avec Eric? C'est notre professeur team principal. Non, parce que j'ai l'impression que l'écart ne fait que diminuer depuis le début de la saison. Et donc, effectivement, ici, c'était 2 circuits pas tout à fait favorables à Imola. Max a pu en tirer la quintessence quand c'était Imola, pas ici. Mais j'ai l'impression que ça se resserre. Maintenant, on verra ce qui se passe dans les 2 prochains Grands Prix. Ça va être intéressant. Et on verra si réellement tout s'est resserré ou pas. Voilà. Alors, quand même, pour remettre l'église de Don Camillo au milieu du village, je n'ai pas dit que il y avait un tel écart. Au contraire, j'ai dit qu'ils avaient pris le risque d'un nouveau concept parce qu'ils savaient que ça allait se resserrer. Et ça se resserre, effectivement. Mais je pense que dans quelques Grands Prix, ils vont reprendre de l'air parce qu'ils auront développé ce nouveau concept. Voilà. Christophe, tu voulais rajouter quelque chose? On peut donner la parole à Laurent. Christophe? Non, mais je pense effectivement Red Bull a très certainement encore quelque chose à faire et va être adaptatif, va être flexible par rapport à ce qui se passe au contexte et à ce que la voiture fait. Effectivement, ils ont un problème d'amortisseur, a priori, qui risque de les embêter très fort si jamais ils ne le règlent pas. Sur les circuits urbains, en tout cas. Il y a aussi cette fameuse convergence, ça fait maintenant 3 années qu'on est sur le même concept. Il y a cette fameuse convergence qui fait qu'à un moment donné, toutes les voitures se rattrapent, quoi. C'est ce dont on parlait aussi, je pense, en début d'émission, et très certainement qu'on en arrive un peu là, quoi. C'est qu'il y a peu de chances que Red Bull ait à nouveau la même domination cette année qu'il l'avait eu l'année d'avant et l'année encore avant. Laurent, si on regarde... Mais en tout cas, je refais le pari qu'on a fait au début de saison avec Pepone. C'est Ferrari qui sera champion du monde des constructeurs à cause de Checo. On verra. D'accord avec toi. On ouvrira la bouteille de champagne ensemble. Voilà, mais ce sera du vrai champagne cette fois-ci. Bien sûr, on attend qu'il soit champion du monde. Laurent, est-ce que finalement les gars, je vous abandonne. Salut donc Camille et bon retour à Paris. Est-ce que finalement, comme le disait Eric, le vrai adversaire aujourd'hui numéro 1 de Red Bull, c'est plus McLaren que Ferrari peut-être aujourd'hui? Parce que Piastri était le plus rapide ce week-end. Oui, tout à fait. Le circuit, de toute façon, c'est certain. Monaco, c'est pas le circuit qui va te... La preuve, c'est que même si tu roules à 3, 4 secondes au 12 du temps normal, tu n'as pas de déplacement. Il n'y avait pas de discussion. Non, mais donc, je dis juste, d'ailleurs, on a vu que lui a rongé son frein à Piastri. Moi, je voudrais juste légèrement déplacer le débat, On se plaint de l'ultra-dominance de Red Bull depuis quelques mois, depuis trop longtemps. Là, on a quand même la chance, depuis le début de l'année, d'avoir 3 écuries gagnantes. 3 écuries gagnantes différentes sur le haut du podium et 4 pilotes différents. Donc, je pense que c'est pas gagné. Je pense que Red Bull a de la ressource sous le tapis. Et pour une raison simple, c'est qu'ils ont dit qu'ils allaient apporter des améliorations qu'ils n'ont pas encore apportées. Okay, donc, elles vont arriver. Alors que les autres en ont déjà apporté quelques-unes. Maintenant, est-ce que on va pas se plaindre qu'il y ait un peu de diversité en haut de truc. Et tout à l'heure, on parlait de 24 points. Il n'y a jamais eu aussi peu de points entre 2 écuries après combien? 8 Grands Prix, donc 7 Grands Prix. Donc voilà. Oui, et au-delà, c'est là vraiment où peut-être Red Bull doit bouger et réagir plus vite pour vraiment dessiner quel sera l'avenir de Red Bull en termes de pilote. On parle beaucoup de Verstappen potentiellement chez Mercedes dans les années qui viennent. On verra. Et puis surtout, un vrai numéro 2, on verra si Pérez va survivre, je dirais, à sa mauvaise passe. Moi, je suis vraiment épaté. Je ne sais pas ce que tu as pensé, Eric, des progrès de Tsunoda. C'était mon top la semaine dernière. Et quelque part, au moment où Adrian Newey commence à prendre du recul, comme par hasard, l'équipe commence à avoir quelques difficultés. C'est pas... Est-ce un hasard d'ailleurs? Je dis comme par hasard. Est-ce un hasard? C'est-à-dire qu'au même titre qu'on n'attribue pas le succès de Ferrari au hasard, à l'effet Vasseur, j'imagine, mais là je suis pas un spécialiste, mais j'imagine qu'il y a un effet Horner. Ferme-toi. Mais oui, non, mais je suis modeste. J'ai la victoire modeste en plus, mais non, mais j'imagine qu'il y a un effet Horner et le fait qu'il ne soit plus dans les moments difficiles présents
aux côtés de l'équipe, de fait, ça se ressent ensuite en course. J'ai dit quoi? Horner, oui, pardon. Ça, c'est le problème du champagne. Mais je suis d'accord avec toi, c'est l'effet Newey. Je suis solidaire, puisque... Oui, je vois ça. Voilà, je ne peux pas mettre de casquette Aston Martin et sans verte avec le fond vert derrière. Voilà. Je suis obligé de supporter Red Bull. T'as qu'à choisir une autre équipe. Allez, le mot de la fin, peut-être à Eric. Effectivement, le choix aussi de Newey n'est pas... Tu n'étais pas avec nous les semaines précédentes. Pour toi, c'est clair, Newey va chez Ferrari? Alors, si je devais choisir entre deux écuries, ce serait clairement Ferrari. Je pense que c'est pas fait. C'est pas fait parce que je suis pas sûr qu'il n'ait pas envie non plus simplement de prendre sa retraite. C'est quelqu'un qui était mon voisin en plus pendant plusieurs années, donc j'ai eu un peu l'occasion de le découvrir. Il aime bien, il a une passion pour les vieilles voitures, vraiment l'automobile en général. Donc Ferrari, il va être très heureux. Très heureux. Juste pour préciser quand même, sur les 2-3 dernières années, voire peut-être même un peu plus, il n'est plus vraiment impliqué sur le management de l'équipe et sur le design des voitures. Clairement, il participe aux réunions stratégiques de concept, d'études de concept et d'analyse de réglementation, mais il n'est plus au quotidien à l'usine, voire même des fois, il n'y est pas pendant des semaines. Donc, il n'y a pas d'effet Newey sur ce qui se passe aujourd'hui chez Red Bull. J'en suis sûr. Après, voilà, Eric, Ferrari ou pas, on verra. Eric, j'espère qu'il y aura un effet Newey dans ce cas chez Ferrari, parce que ça m'inquiète quand tu dis ça. Donc, j'espère qu'il y aura un effet Newey positif, en tout cas chez Ferrari, si jamais il rejoint Ferrari, bien sûr. Alors, la question, c'est pourquoi il n'annonce pas s'il prend sa retraite. Ça réglerait pas mal de choses et puis ça faciliterait la vie. On n'aurait plus rien à dire, nous. Parce que je pense qu'il a pris sa décision, il n'a pas besoin d'argent pour vivre, il n'a pas besoin de salaire pour vivre tous les mois. Et je pense qu'il a peut-être envie d'un dernier challenge. Le rouge le fait rêver, ainsi que Lewis. Parce qu'il n'a jamais travaillé avec Lewis. Voilà. Tu devrais être journaliste. On va voir. Allez, on enchaîne. Le dernier fait marquant de ce Grand Prix de Monaco, c'est bien sûr la bourde d'Esteban Ocon. Juste avant l'entrée du tunnel, il y a un accrochage entre Esteban Ocon et son coéquipier Gasly. Ocon qui a été durement désavoué, Eric, par son team principal. Désavoué par la FIA aussi, qui lui a attribué une pénalité pour ce Grand Prix et pour le Grand Prix du Canada. Non, pour ce Grand Prix, et comme il a pas pu la faire, elle sera par conséquent. Oui, mais non, mais tu vois, il n'a pas eu 2 pénalités. Donc il perd 5 places, c'est ça? 5 places sur la grille. Eric, ton sentiment? C'est beaucoup, Tu as déjà commencé sur le sujet. Moi, je suis pas. Alors, je connais pas toutes les discussions internes, mais pour moi, c'était pas clair que le pilote qui soit devant nous au virage numéro 1 ait une sorte de priorité à Monaco, ce qui fait du sens, connaissant la rivalité historique de nos deux Lascar. Si on regarde la caméra embarquée, c'est pas franchement très clair. Ils sont tous les deux un peu. Ils nous font, excusez-moi, une Magnussen un peu. C'est-à-dire. Ils essaient de se passer à droite, à gauche. Il y a une voiture, une Williams devant, je crois, qui est Albon. Il y en a un qui veut passer à droite. Dès le départ, dès le départ, il se cherche dès le départ. Il semblerait. Si on regarde la caméra embarquée, je pense que c'est celle d'Esteban. C'est pas très flagrant. Et au moment où ils se touchent, ils sont côte à côte. Donc, on appelle ça normalement un incident de course. Oui, mais. Après, oui, entre deux. Alors, ça n'excuse pas qu'entre deux coéquipiers, c'est inacceptable. Mais bon, je veux dire, excusez-moi, c'est un barbecue, Alpine, entre les deux. Les cendres, elles sont, c'est rouge sous les cendres. C'est pas parce que vous avez. Oui, mais. Mais Eric, est-ce que c'est pas finalement une erreur de recrutement d'avoir deux pilotes qui ne s'aiment pas de toute façon? Complètement, mais après, on peut très bien refaire l'histoire. La refaire après, c'est toujours plus facile. Mais moi, j'aurais jamais pris deux pilotes français, Esteban et. Bah oui. Non, à la limite de français, pourquoi pas, mais ils se haïssaient avant. Ils ne s'aiment pas, dirons-nous. Ils se haïssent, non, ils se haïssent. Ils s'aiment pas. C'est pas qu'ils se haïssent, c'est qu'ils ne s'apprécient pas, voilà. Non, mais il y a des différends entre eux, il y a des différends extra-professionnels. Alors, non, mais franchement, les gars, vous pensez vraiment que le crash est dû au fait que les deux pilotes ne s'aiment pas? Vous avez regardé les images? Parce que les images, c'est simplement, comme tu le disais, Eric, en fait, c'est un enchevêtrement d'un tas de Formule 1 qui essayaient de prendre leur départ correctement. Et ça allait à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et effectivement, les deux pilotes alpines ont fait des mouvements.
et ils se sont rencontrés à un moment donné, point barre. Je ne pense pas qu'il y ait une question de j'aime pas Laurent, donc je lui mets ça. Non, mais si ça avait été le seul cas, je suis d'accord avec toi. Le problème, c'est que c'est pas la première fois. C'est ça le problème, c'est que c'est pas la première fois. C'est pas la première course au cours de laquelle les deux s'affrontent et que ça part comme ça, effectivement. Non, le problème c'est qu'Ocon, il a à son actif, il a deux. Il a un passif. Il a un passif. Il a un double passif. Le premier, c'est que c'est jamais sa faute. Il dit toujours c'est pas de ma faute, c'est les autres. Et la deuxième, c'est que il y en a quand même. Il y a son duel avec Pérez en Belgique, en Azerbaïdjan, son duel avec Alonso, ils se sont. Australie, puis non, mais toutes les courses. Il est indépassable, surtout avec un coéquipier. On sait qu'il y a une rivalité qui exercera bien avec un coéquipier, mais moi, ce que j'ai cru comprendre, moi, j'avais pas la chance d'être comme toi à Monaco, à côté de Madame Lafitte. Mais je ne désespère pas, hein, on va y arriver un jour. Bref, j'ai cru comprendre en écoutant les propos de Bruno Famin qu'il y avait des consignes d'équipe très claires, Eric, et qu'il était interdit de tenter le moindre dépassement. Voilà, les places étaient figées, Eric. Et là, le gars, dès le premier virage, il essaie de passer son coéquipier. Et il le sait que ça a du mal à passer. Il y va quand même. Non, c'est pas le premier virage, justement, Olivier. C'est plus que. Il a essayé dans la montée du casino, déjà. Regarde bien les images, dans la montée du casino, il tente son coup déjà. Hein. Bien sûr, mais les deux le font, en fait. Et je pense qu'il doit y avoir aussi un avantage stratégique à être devant, parce que tu sais qu'à ce moment-là, la course est lancée et que tu as la priorité sur la stratégie. Et on sait qu'à Monaco, c'est encore plus important qu'autre chose. Donc je pense que ce qu'il voulait, c'est être devant l'autre parce que tu as la priorité de stratégie, donc ce qui est un gros avantage à Monaco. Ouais, on n'a pas entendu donc Camille sur le sujet. Est-ce que tu penses que c'est la fin de l'histoire entre Alpine et Ocon, cet épisode à Monaco? En fait, de ce que le paddock, les rumeurs de paddock disent, c'est que c'est déjà acté, en fait, et c'était acté avant. Ce qui permettrait Esteban apparemment changerait de crèmerie l'année prochaine et que Pierre Gasly aurait signé une prolongation. Voilà. Donc Camille, ton sentiment. Ah, il est parti, donc Camille, c'est vrai. Mais oui. Pour moi. Laurent, c'est temps pour moi. Non. C'est le champagne. Non, encore une fois, moi j'ai regardé, avec le multiviewer, c'est génial parce que tu peux avoir les deux voitures côte à côte. Hein, et c'est sur quoi le multiviewer? En fait, c'est avec l'abonnement Formula One. Tu télécharges une petite application qui récupère les flux et tu peux mettre. Et en fait, je l'ai fait 2 fois ce week-end. Je l'ai fait sur la crevaison de Sainz et le crash de Pérez pour voir si le drapeau rouge a été levé avant qu'il soit sorti, qui expliquait le classement identique. Et je l'ai fait sur les images. Et effectivement, il essaye de passer. Après, ce qu'il aurait dû faire, mais c'est dur, hein, parce qu'il arrive un peu vite, c'est vraiment rester sur la droite de cette courbe qui est terrible. Hein. Senna s'est cartonné dans cette courbe. Hein, donc, et en fait, il est trop tout seul. Et il est trop avancé et il prend la roue. Quoi. Je vous prends votre verre. Monsieur Helmut Marko. Donc, messieurs, box. Je crois que l'heure est venue du quiz F1. Tiens. Messieurs, l'heure est grave. Après la débandade de la semaine dernière, parce que tout ça sent un quiz F1 spécial Monaco. Que Monaco. Donc là, vous n'allez pas me chercher des pilotes qui n'ont jamais gagné à Monaco. Mais je ne vais pas vous donner des indices avant. Tu dis le thème, c'est Monaco. On va travailler. Pour ceux qui n'auraient pas regardé l'émission auparavant, quiz F1, qu'est-ce que c'est? C'est 4 questions, une réponse, et dès la première, vous remportez 4 points. 3 points pour la deuxième, 2 pour la troisième, et ainsi de suite. Si vous vous trompez, vous êtes éliminé. Donc, une fois, il faut bien réfléchir. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs? Est-ce que vous êtes prêts, messieurs? Oui, à la fin, c'est Rick qui gagne, donc oui, on est prêts. Oui. Les amis, un pilote vainqueur à Monaco. Soyez attentifs. J'ai remporté le Grand Prix de Monaco à 6 reprises. Senna. Ayrton Senna, le recordman des victoires à Monaco, triple champion du monde. Il a couru principalement pour McLaren, bien sûr, et Lotus durant ses victoires à Monaco. Ah oui, il a tout donné là. Et il est tragiquement décédé, bien sûr, à Imola. J'ai beaucoup aimé, moi, l'hommage rendu. Non seulement il y a 15 jours, on parlait, la semaine dernière, on en parlait par à Imola et Sébastien Vettel. Oui. Et ce week-end par McLaren avec les couleurs. La livrée jaune. La livrée jaune, qui était originale. Sachant qu'ils ne pouvaient pas faire une livrée rouge et blanche parce que c'était trop associé à Marlboro. Non, et donc, du coup, ils ont fait quelque chose d'assez génial avec les couleurs du drapeau brésilien. Je trouvais ça hyper original. Donc, je vous ai dit un quiz F1 spécial Monaco. Et la question suivante, ça concerne un pilote.
vainqueur à Monaco. On me surnomme Monsieur Monaco pour mes 5 victoires sur ce circuit. Monsieur Monaco. ChatGPT est interdit. Allez, je vais vous aider. Double champion du monde en 1962 et en 1968. Un grand pilote. Mon fils a également été champion du monde. Jacques Villeneuve, pas son père. Champion du monde. Non, Ah oui. Graham Hill. Graham Hill, Ouais, bonne réponse d'Éric Bouillier. J'ai couru précisément pour BRM et Lotus lors de ses victoires à Il est classe, Monaco. ce mec. Eric, ça fait 3 points, c'est ça? Ouais. 3 ou 1? 2 3 ou 4? 2 points. 2 points. Je crois. Ah bon? C'est le seul à détenir le Triple Crown. Hein. La triple couronne. Ouais, tout à fait. C'est le seul au monde. Hein. La triple couronne, donc c'est Monaco Monaco, Et 500 500 miles, Indianapolis et Le Mans. et le Le vainqueur Mans. du Mans. Ce que va réussir à faire mon chouchou, à savoir un jour Fernando Alonso. Je pense pas qu'il va retourner à Indianapolis. Pas avec Honda, c'est sûr. C'est certain, je ne sais pas pourquoi. Peut-être pour ça. Mais tu vois, je pense que en fait, il vaudrait mieux avoir Monaco, qui est, je pense, le plus dur, Monaco et les 500 miles, parce que sur le tard, tu peux faire Le Mans. Lui, il a Le Mans et Monaco. Et je pense que les 500 miles, ça va être compliqué. Ah, Tu vois, je pense qu'en fait, dans l'ordre, le plus dur à avoir, c'est Monaco. En Indy, Parce qu'il faut et une voiture performante Ouais, et être en C'est Formule faisable. 1. Après, faire l'Indy. Et, des pilotes très âgés, après, hein, sur, le pour tard, gagner. sur le tard, ouais, Non, et le problème aussi, c'est quand tu fais l'Indy 500, c'est aussi des stratégies d'équipe. Si tu viens faire que la course Indy 500, il y a très peu de chances que tu sois leader et donc tu sers de faire valoir aux autres. il a failli Notamment gagner avec la sous mise à ses licence. couleurs, hein, Donc, il y a 2-3 ans, mais bon, bref. Allez, au hasard, un pilote vainqueur à Monaco. J'ai remporté le Grand Prix de Monaco à 5 reprises. Schumacher. Schumacher, bonne réponse de Christophe de Graaf. Bien, en sextuple, le sextuple champion du monde, connu pour son casque rouge, surnommé le Baron Rouge. Et notamment, il a gagné pour Benetton et Ferrari du côté des rues de Monaco. Il a fait la pole à Monaco avec Mercedes, c'était son dernier exploit. Malheureusement, il avait été déclassé, je ne sais plus pour quelle obscure raison, mais il aurait mérité de gagner une dernière fois à Monaco. Au hasard, un pilote vainqueur à Monaco. Vas-y, Non, vas-y. j'y vais. J'ai remporté le Grand Prix de Monaco à 3 reprises. À la Prost. Verstappen. Alain Prost. Non, Non. Ah putain, À la je pensais que Prost. tu allais dire. non, Alain Prost. non. C'est pas 3, Alain Prost. Je suis sextuple champion du monde. Hamilton. Eh oui, Lewis Hamilton, bonne réponse. Ah. Du maire du village. Bah, Ça fait c'est- combien? C'est 3 pour moi? Alors, ça fait, en régie, je ne sais pas s'ils le sont pas. Ça fait combien? Oui. Dites-moi. parce que Ouais, je suis pense un peu que perdu. Alors, je l'ai moi aussi. hein. Ouais, vas-y. Fabrice 3 points, Laurent 4, Eric 2, Christophe 4. Au C'est hasard, serré. un pilote vainqueur à Monaco. C'est comme ça, vous êtes J'ai remporté le Grand Prix de Monaco à 4 reprises. À la Prost. Alain Prost. Ah, bonne réponse de Laurent Et Fontana. est-ce que dans tes questions, on a arrêté le Grand Prix pour moi pour pas que je Non, j'ai pas été juste. Ah putain, j'adore. C'est ça que j'attendais. Je suis quadruple champion du monde. J'essaie de baisser un peu le niveau hein, parce que Ouais, c'est dur. bien. Surnommé le professeur pour son approche stratégique de la course et j'ai couru notamment et j'ai gagné pour McLaren. Durant ces victoires Monaco, je n'ai jamais gagné sur les couleurs de Je t'ai mis, Renault, malheureusement. attends. Combien ça fait, monsieur? Alors, Laurent 8, Il faut les pas coûter. Eric 2, Christophe 4 et moi 3. Bon, c'est pas gagné, c'est pas gagné. Allez, il en reste une, voire deux si ex aequo. Au hasard, un pilote vainqueur à Monaco. Ah putain, vous savez que c'est bien compliqué. J'ai remporté le Grand Prix de Monaco 3 fois consécutivement. J'ai remporté le Verstappen. Grand... Pardon? Verstappen. Non. J'ai remporté le Grand Prix de Monaco 3 fois consécutivement. Mon père a été champion du monde en 1982. Ah bah non. J'ai couru pour Williams et pour Mercedes. Rosberg, Son prénom? Nico. Nico Rosberg. Bonne réponse Ça de fait- Laurent Pontanage qui reprend la tête. Combien de points? Il était déjà en tête. Deux C'est pas points, qu'il la deux points, reprend, deux points. il y était. Et je suis donc champion du monde en 2016 avant de prendre ma retraite à Monaco. Je sais Comme pas qu'il ça, a la gagné boucle. 3 Ah fois. ouais. Moi, je suis Ah, impressionné. moi non plus, je sais pas qu'il a Ça, gagné ça 3 fait combien de points là, dites-moi? Laurent est à 10 points, Eric 2, Fabrice 3,
Christophe 4. Donc c'est la victoire de Laurent Fontanerge, bravo. Oh purée. C'est quoi la dernière question? Merci. T'avais rien sur Panis? Attends, moi j'attendais que ça. C'était Panis. Moi j'étais sur Panis. Alors attendez, moi je vous raconte, je vous raconte cette histoire, anecdote, parce que c'est Monaco. Donc je suis étudiant à Aix-en-Provence et avec des potes on dit. On l'a perdu, ça y est. C'est bon. Non, mais attends, pas pressé les gars, c'est bon. Je suis étudiant à Aix-en-Provence. Voilà, et donc on se dit, vous savez quoi, on va aller au festival de Cannes, on va se faire une soirée à Cannes. Et donc on part à Cannes. Déjà, Olivier, il l'a déjà raconté, ouais. Et donc, j'arrive à Cannes, et bien sûr, on ne nous a pas attendus, hein, donc on n'est pas attendus. Donc, on s'éclate à Cannes, on fait une soirée dans un bar exceptionnel, et on découvre que le lendemain, il y a le Grand Prix, et on dit, allons Grand Prix de Monaco. Et on arrive à Monaco, la gueule enfarinée, en disant, bonjour, on voudrait voir le Grand Prix. On dit pas la gueule enfarinée. On dit pas la gueule enfarinée, c'est comme dans l'histoire de ceux qui se réveillent le lendemain, ils savent plus ce qu'ils ont fait, c'est ça. C'est ça, mais tu vois, donc on arrive, et donc on arrive, les mecs nous disent, mais vous avez des places? Non. Ah, il dit, écoutez, il n'y a pas de problème. Un truc qui s'appelle La Colline, et c'est sous le château, et il y a une très belle vue. Et objectivement, il y a une très belle vue parce qu'en fait, tu es sous le château, et tu vois de la sortie du tunnel jusqu'à un peu avant la Rascasse. Des jumelles. Et tu vois surtout toute la montée. Jumelles, ouais. Avec des jumelles. Oui, mais c'est pas. Mais, à l'époque, tu avais un bruit. À l'époque, ça. Sauf que il pleuvait comme vache qui pisse. Ouais. Et donc, en fait. Pour tenir, c'est une pelouse qui est en pente et les gens glissaient, s'écrasaient en bas. Et nous, on avait les doigts plantés dans le sol pour regarder. J'ai fini rincé jusqu'à l'os. On te donnait la place qui coûtait pas très cher, peut-être 150 francs à l'époque, tu vois. On te donnait les bouchons pour les oreilles. 150 francs, je traduis pour les ça fait moins de 30 euros. 30 euros, ouais. Moins de 30 euros, ça fait 17 euros. Parce qu'il parle encore en francs. Mais parce que c'était en France, c'était dans. C'est quoi, 97, 96? Je sais pas, 80. Quoi. Non, mais je ne et sais c'est Panis qui a gagné. Voilà. Il restait combien de voitures en course? 7. 4, j'ai entendu. Monsieur, allez, je ne risque pas à vous donner la dernière question parce qu'allons-y, quitte à être en retard. Un pilote vainqueur à Monaco, soyez attentifs. Pour l'honneur, Eric. J'ai remporté le Grand Prix de Monaco à 2 reprises. Ok. Je suis double champion du monde. Niki Lauda. Non. Il est triple. J'ai couru pour Renault, Ferrari, McLaren et Alpine. Double champion du monde. Connu pour son talent et sa longévité dans le sport, ayant couru en F1 en plus. Bien sûr, le meilleur, Fernando Alonso. Bravo, amazing. Regardez, quel talent. Je suis très étonné que tu n'aies pas parlé d'Alonso ce week-end, qui a fait un travail exceptionnel pour Stroll, que Stroll a flingué en un mur. Un mur, ouais. Bah, et franchement, je suis étonné que tu n'en aies pas parlé. Heureusement qu'il est là, Stroll, pour permettre permettre d'avoir une sécurité. Latifi dans le film, je préférais Latifi. Tu vois, Latifi était plus efficace. Allez, messieurs, on passe à la Minute Insta. Alors, oui, tu as gagné. Merci. Tu as gagné. Oui, tu as gagné. Tu amèneras ton tout breuvage. Alors, un scoop à Monaco, regardez, Mazepin est de retour dans le port de Monaco, regardez. Voilà, c'était assez violent, mais il est là, il est de retour. Il n'arrivait plus... Ça s'est vraiment passé, c'est ça qui est fou. Hein. Ouais. Il n'arrivait plus flamboyante, mais voilà. Il a animal. Qui dénote aussi. On dirait animal. Regardez Hamilton, moi je ne sais pas que dire de cet accoutrement. Est-ce qu'il va pouvoir continuer à s'habiller comme ça chez Ferrari? Mais ça va être génial, hein. Je pense que ça va donner un coup de jeune à Ferrari de folie. Un coup de jeune? Avec un vieux? Ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Ferrari, c'est hyper... propre sur elle. Protocole. Oui, un protocole. Donc je pense que lui va se polir un peu parce que mais ça va être marrant. Je pense que ça va être marrant. Hein. Et pour terminer, qui est le thème de cette émission, à savoir la joie de Charles Leclerc. Regardez ce magnifique saut de l'ange. D'abord, il a poussé son team principal. Il était prêt à sauter. Hein. Et regarde, il était prêt. Magnifique. Il est parfait. Ce saut de l'ange. Il garde même la casquette. Il garde la casquette. Il sort de l'eau avec la casquette. C'est une casquette spéciale, hein, blanche et rouge aux couleurs de Monaco. Si vous ne savez pas comment offrir, les amis, vous savez quoi faire pour la prochaine émission, parce que là, je pourrais la mettre dans l'émission parce qu'il n'y a pas de verre. Voilà, c'était pour la Minute Insta. On passe directement au prono du Grand Prix du Canada. Mais avant le prono du Grand Prix de Canada, on regarde un petit peu parmi les quelques présents de l'émission précédente, quels sont les bons pronos pour ce Grand Prix du Monaco. Qui a tout vu juste ou presque? Pour le Grand Prix de Monaco, on commence avec Don Camille. Charles, Lando, Max. Christophe, ton pronostic pour le Grand Prix de Monaco? Charles, Lando, Piastri.
De mon côté, moi je pense qu'effectivement, j'espère que ça va être l'année de Leclerc. Deuxième, Norris et troisième, Max Verstappen. Presque. Tout le monde a mis Charles en tout cas. Tout le monde a mis Charles. Donc, bravo. C'est pas mal les gars. Bravo. Ouais, franchement. Tout le monde a mis quasiment une McLaren, non? On était bien entre nous il y a la semaine dernière. C'était une mission. Enfin, Christophe, on était bien. Allez, Eric, quel est ton pronostic pour le Grand Prix du Canada dans 15 jours? Moi, je remettrai Max en tête devant Charles et Sainz. Ok. On enchaîne avec Christophe. Charles, une McLaren, je ne sais pas laquelle. Il faut choisir. Piastri ou Norris? Piastri ou Norris? Norris et puis Verstappen. Charles, Norris, Verstappen. Monsieur le maire. Moi, c'est Charles, Max, Norris. Laurent. Verstappen, Pérez, Piastri. Alors, tu mets aucune Ferrari, toi? Non. Ok. Je pense que le retour des, ils ont trop bu. Ils ont trop été cuisinés Red Bull. Je pense que là, ils vont resserrer les boulons, quoi. Eh bien, moi, je vais jouer la grosse cote. Piastri, vainqueur au Canada. Moi, je crois beaucoup. J'adorerais. Ouais. Deuxième, Norris. Troisième, Verstappen. Oh purée, ça aurait du panache. Hein. Ça aurait du panache. Voilà, c'est la fin d'Eurof1 la F1. Merci de l'avoir suivi, les amis. On se retrouve dans 15 jours, dans 2 semaines, le début juin, pour une émission spéciale d'Eurof1 la F1, après le Grand Prix du Canada, vous le savez. Eurof1 la F1, c'est tous les lundis, après chaque Grand Prix. Pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton clac ou dans le lien dans l'émission reclac, ou encore en mettant un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Merci tout le monde, merci Eric, merci Christophe, merci Laurent, merci Fabrice. Mais on embrasse donc Camille et on se retrouve dans 15 jours, soyez au rendez-vous pour Eurof1 la F1, c'est dur à dire. Salut, faut arrêter le champagne. Hein.